Qu'est-ce qui fait qu'une découverte trouve sa place dans l'une de nos vidéos de trouvailles fantastiques? Eh bien, il n'y a pas de critère défini. Il faut juste que ce soit incroyable et nous savons toujours reconnaître l'incroyable quand nous le voyons. Un élément d'inattendu est toujours aussi, et nous espérons que vous conviendrez qu'il y a des trouvailles inattendues vraiment fabuleuses dans cette collection. Commençons. Vous savez tous à quoi ressemble le cancre d'une cible de flashette, mais en voici un que vous pouvez voir d'un peu plus loin que le pas de tir. En fait, ce cœur de cible est si énorme que vous pouvez même le voir depuis l'atmosphère terrestre et l'espace. On l'appelle la structure de Richat, et c'est une merveille géologique en Mauritanie, en plein milieu du désert du Sahara. Parce qu'elle est entourée par tant de vide, il n'est pas facile d'avoir une idée de l'échelle à partir de ces images, mais elle fait près de 50 km. Les théories scientifiques sur ce phénomène naturel ont varié au fil des ans et il y a encore débat parmi les spécialistes et les universitaires sur les origines de la structure aujourd'hui. Pendant longtemps, on a pensé que c'était le site d'un impact d'astéroïde en raison de sa forme circulaire, mais on pense maintenant qu'il s'agit d'un dôme géologique qui s'érode lentement. On pense que le sol du désert s'est boursouflé et fissuré alors qu'une bulle de magma en fusion se formait en dessous et qu'il a passé les derniers millénaires à s'aplatir à nouveau sous l'effet de l'érosion. Voyagez au Laos et vous trouverez l'un des sites archéologiques inexpliqués les plus fascinants au monde sous la forme de la plaine des Jars. Elle se trouve partout sur les hauts plateaux du pays, principalement concentrée dans la plaine du Xinjiang. Toutes sont taillées dans la roche solide et leur taille varie entre 1 mètre et environ 3 mètres de haut. La plus grande d'entre elles pèse plus de 10 tonnes. Il n'est jamais facile de dater des monuments de pierre, mais on pense qu'elles ont été fabriquées il y a environ 2000 ans. Certaines estimations allant jusqu'à 2500 ans. Personne n'a jusqu'à présent été capable de prouver à quoi servaient les jarres, mais la théorie la plus communément acceptée est qu'elles étaient utilisées pour abriter les restes des défunts après les rites funéraires. Les corps étaient placés dans les jarres, qui avaient vraisemblablement des couvercles à un moment donné dans le passé lointain, jusqu'à ce que le processus de décomposition soit terminé et qu'il ne reste que le squelette. Le squelette était alors récupéré et enterré ailleurs. La découverte d'effets personnels, notamment des vêtements, des bijoux et des sculptures sur pierre autour de la zone des jarres, pourrait étayer cette idée. Vers la fin de l'ère jurassique, le niveau de la mer autour de ce qui est aujourd'hui la côte du Dorset en Angleterre a baissé, révélant d'une nouvelle île. Le sol s'est formé sur l'île au fil du temps et finalement la terre a été recouverte par une forêt tropicale. D'autres variations du niveau de la mer ont finalement vu la forêt être submergée par une lagune saline. Mais les vestiges de la forêt ont été préservés sous les eaux et se sont finalement fossilisés. C'est ainsi que la forêt fossile de Lulworth dans le Dorset a vu le jour. C'est la forêt fossilisée de l'ère jurassique la plus complète au monde. Les gymnospermes de l'île, qui est maintenant connue sous le nom de Isle of Purbeck, ont environ 140 millions d'années et peuvent être considérés comme de lointains cousins du cyprès moderne. Des tests de dendrochronologie effectués sur les arbres suggèrent qu'ils ont grandi dans un climat méditerranéen, confirmant ainsi la théorie de la forêt tropicale. Les vestiges de la forêt sont maintenant positionnés sur une corniche pittoresque au bord d'une falaise. Mais il est difficile pour le public d'y accéder car les falaises se trouvent sur un terrain de tir militaire. Sans cela, elles seraient probablement une destination touristique populaire. Et puisque nous ouvrons des portes oubliées de l'histoire, profites-en pour t'abonner et laisser ton j'aime. Tu voudrais être là lorsque la prochaine vidéo apparaîtra. Les origines du cratère de Patom à Irkoutsk, en Sibérie, sont-elles terrestres ou extraterrestres? Personne ne le sait avec certitude, et chaque fois que quelqu'un pense avoir trouvé une réponse, d'autres preuves sont découvertes qui remettent en question leur position. La formation rocheuse à l'aspect distinctif prend la forme d'un grand monticule de calcaire avec une dépression en forme de couronne au sommet. La plupart des formations rocheuses de ce type ont des millions d'années, mais le cratère de Patom s'est formé il y a moins de 4 siècles. Plus étrange encore, tous les arbres à proximité immédiate poussent plus vite que les arbres plus loin dans la forêt. Une théorie est que le cratère a été causé par une poche profonde de gaz naturel perçant la surface de la Terre et brisant la roche, mais d'autres croient que c'est le site d'une frappe de météorites. L'explication du gaz correspond à la taille et à la forme du cratère, mais n'explique pas la croissance rapide des arbres que certains scientifiques pensent pouvoir être causée par des radiations. Si les radiations en sont la cause, alors une explication extraterrestre pourrait être plus probable, mais aucune source de radiation n'a jamais été trouvée. Quelqu'un a sûrement dû remarquer l'événement violent qui a fait apparaître le cratère il y a quelques centaines d'années. Il est donc étrange qu'il ne soit consigné dans aucun document historique. Pendant des siècles, il y a eu un mythe péruvien au sujet d'une rivière bouillante. Seulement, ce n'est pas un mythe, c'est réel.
Le scientifique Andrés Ruzzo était sceptique quant à l'idée, mais son intérêt a été piqué lorsque sa propre mère lui a dit qu'elle s'y était baignée quand elle était jeune. Cela a suffi à l'envoyer en sac à dos dans l'Amazonie à sa recherche, et il l'a trouvée. La rivière se trouve sur une faille géologique où la chaleur de la croûte terrestre s'échappe par le fond de l'eau et la chauffe presque au point d'ébullition. C'est potentiellement mortel, et il n'est sûr de s'y baigner que lorsque l'eau de pluie la refroidit de manière significative. Ruzzo se consacre maintenant à faire en sorte que la rivière soit déclarée zone de conservation, car, à la connaissance de tous, c'est la seule de son type au monde. La rivière est maintenant connue sous le nom de Chanaitim-Pishka, bien qu'on l'appelle aussi parfois la Bomba, et on peut la trouver dans le sanctuaire de Mayantuyaku de la haute forêt de Huánuco, où elle coule sur plus de 7 km. Les chamans de la communauté locale Ashaninka croient que l'eau bouillante provient d'un esprit serpent géant connu sous le nom de Yakumama, mais l'explication scientifique est la bonne. Quand une cascade reçoit un surnom comme la bouilloire du diable, vous savez qu'il va y avoir une histoire bizarre à son sujet. Cette caractéristique naturelle du Minnesota, aux États-Unis, intrigue les scientifiques et captive les visiteurs depuis des années pour une raison simple. L'eau dévale les rochers, entre dans une marmite, puis semble simplement disparaître. Les scientifiques ont jeté des appareils GPS dans la marmite pour essayer de tracer le point de sortie du puissant courant, mais ils disparaissent aussi. Tout ce qui nous reste, c'est la spéculation, certains croyant que l'eau s'enfonce jusqu'au noyau de la Terre. Cela pourrait en faire un portail vers l'enfer, d'où le surnom. Une explication plus probable est que la pression de l'eau contre les rochers est si grande que tout ce qui y est jeté, même un minuscule tracker GPS, serait écrasé et détruit. Cela pourrait être vrai, mais ça n'explique toujours pas où va l'eau. La théorie scientifique la plus récente, publiée en 2017, suggère que l'eau descend dans la marmite puis réémerge en aval des chutes, rejoignant finalement la rivière par en dessous. C'est l'explication la moins excitante possible, mais malheureusement c'est probablement aussi la plus probable. La petite ville de Kodini en Inde n'a rien d'extraordinaire à première vue. Comme les villes de la région du Kerala, elle est assez quelconque. Mais seulement jusqu'à ce que vous regardiez de plus près les gens qui y vivent. Il y a environ 2000 familles vivant à Kodini, et au sein de ces 2000 familles se trouvent environ 400 paires de jumeaux. Ce serait une statistique incroyable n'importe où, mais c'est une statistique particulièrement impressionnante pour l'Inde, car le pays a l'un des taux de naissance gémellaires les plus bas au monde. Le taux moyen d'arrivée de jumeaux par naissance en Inde est de 9 pour 1000, mais à Kodini, il est plutôt de 45 pour 1000. Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qui cause toutes ces naissances de jumeaux, mais ce n'est certainement pas la fécondation in vitro. Personne ici ne pourrait se permettre de payer pour un tel traitement. Il n'y a rien d'inhabituel dans l'eau ici que les scientifiques aient pu identifier, et il n'y a rien d'inhabituel non plus dans le régime alimentaire typique d'une personne vivant à Kodini. Les jumeaux ont simplement commencé à apparaître comme par magie il y a environ 70 ans, et ils arrivent encore en nombre record aujourd'hui. Les lumières d'Esdalen sont un phénomène connu qui se produit dans la vallée d'Esdalen en Norvège entre 20 et 30 fois par an. Nous les appellerions un phénomène naturel, mais nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'elles se produisent naturellement. En fait, nous ne pouvons pas dire avec certitude comment elles se produisent du tout. Les lumières peuvent apparaître n'importe où dans la portion de 8 miles, environ 13 km, de la vallée et ont été remarquées pour la première fois dans les années 1930. Elles peuvent être de presque n'importe quelle couleur et peuvent durer quelques secondes ou quelques heures à chaque fois qu'elles apparaissent. Encore plus étrange, parfois elles restent au même endroit et d'autres fois elles semblent se déplacer rapidement. La meilleure théorie que les scientifiques aient jamais avancée à ce sujet est que les lumières sont le résultat de l'hydrogène, de l'oxygène et du sodium réagissant avec les importants dépôts de scandium dans la vallée d'Esdalen pour créer un effet tout à fait unique, bien qu'il n'ait pas été en mesure de reproduire l'effet dans des conditions de test. Il est presque impensable que quelque chose qui se produit si fréquemment et peut être aussi facilement observé défie toute explication rationnelle. Et pourtant, les lumières d'Esdalen continuent d'apparaître, défiant la science à chaque fois qu'elles le font. Pendant des siècles, l'existence de Thonis Héracléon a été considérée comme un mythe. Comme l'Atlantide, on disait que c'était une cité égyptienne autrefois puissante qui avait disparu sous les vagues. Contrairement à l'Atlantide, cependant, Thonis Héracléon a été retrouvé. En l'an 2000, des plongeurs ont signalé qu'ils avaient découvert d'anciens trésors égyptiens profondément sous les eaux de la baie d'Aboukir, près d'Alexandrie.
D'autres plongées ont été ordonnées et finalement, les ruines d'un énorme temple, 700 ancres et 64 navires ont été identifiés à 5 km au large. 2300 ans après son engloutissement, Thonis Héracléon a été retrouvé. Même après tout ce temps dans l'eau, les ruines sont étonnamment bien conservées, en partie grâce au fait que les Égyptiens fabriquaient la plupart des bâtiments et des sculptures en granit. Son port énorme est si vaste qu'il devait être l'un des plus grands centres commerciaux d'Égypte à l'époque où il était accessible. Il y a des preuves de nombreux canaux traversant les rues de la ville, il est donc possible qu'elle ait été une cité sur l'eau, un peu comme Venise en Italie aujourd'hui. Même si la cité perdue a maintenant été retrouvée, les scientifiques n'ont toujours aucune idée de la raison pour laquelle elle a coulé. Nous devons nous fier à des représentations d'artistes pour avoir une idée de ce à quoi Cahokia, qui est proche de l'actuel Collinsville, dans l'Illinois, pouvait ressembler à son apogée. Il y a plus de 120 tertres construits par l'homme dans la région, dont l'un fait presque 30 mètres et est le plus grand terrassement préhistorique d'Amérique du Nord. Les adeptes de l'ancienne tradition mississippienne se sont installés ici en l'an 600, et en l'an 1200, c'était un centre de population plus grand que Londres en Angleterre. Environ 20 000 personnes y vivaient à cette époque. Un équivalent en bois du Stonehenge anglais se dressait autrefois sur ces terres, et il en reste des traces encore visibles dans le sol aujourd'hui. Tout comme Stonehenge lui-même, on pense qu'il a été érigé et utilisé pour marquer le solstice. Il y a de nombreuses preuves de commerce et d'affaires ici, mais aussi quelques caractéristiques macabres. L'un des tertres contient des restes humains mutilés, suggérant que le sacrifice humain était courant. D'après la position de certains corps, des personnes ont pu être enterrées vivantes. Cahokia a été abandonné aux alentours de l'an 1400 et aucune raison claire de l'abandon n'a jamais été déterminée. La grande question à propos du trou de Mel est de savoir s'il existe vraiment. Cette découverte pourrait être une légende urbaine, mais nous vous laissons décider. En février 1997, un homme nommé Mel Waters est apparu comme invité dans une émission de radio appelée Coast to Coast, qui est une émission de talk-show nocturne populaire et au nom déroutant, populaire en Amérique. Selon Mel, il vivait dans une propriété rurale près d'Ellensburg dans le comté de Kittitas, Washington, et sur son terrain se trouvait un trou de plus de 24 000 mètres. Mel a dit qu'il savait seulement que le trou était si profond parce que 80 000 pieds était le point où il avait manqué de fil de pêche pour le mesurer. Non seulement le trou était incroyablement profond, mais il avait aussi des propriétés magiques. Mel a affirmé que le corps du chien mort de son voisin avait été jeté dedans pour que le chien réapparaisse vivant le lendemain. Le même invité a fait des apparitions répétées en 2000 et 2002 pour répéter son histoire, insistant sur le fait qu'elle était vraie. Personne ne l'a cru jusqu'à ce qu'un Amérindien appelé Gerald R. Osborne, aussi connu sous le nom de Red Elk, affirme en 2012 connaître l'existence du trou depuis des années et dise qu'il le visitait régulièrement à des fins médicinales. Il n'y a aucune trace d'un Mel Waters ayant jamais vécu dans le comté de Kittitas, mais pourquoi Red Elk mentirait-il pour soutenir l'affirmation de Mel ? Notre prochaine découverte étonnante est une telle énigme qu'elle remet en question le récit de l'histoire établie à l'échelle mondiale. C'est une gigantesque tête de pierre ancienne qui a été découverte dans les jungles du Guatemala dans les années 1950, mais qui semblait incroyablement déplacée. C'est parce que les traits du visage de la sculpture sont indéniablement caucasiens, alors qu'il n'y a aucune chance que les peuples préhispaniques qui vivaient au Guatemala aient pu voir un visage caucasien auparavant, si l'histoire qu'on nous enseigne dans les écoles est correcte. Il est probable que le peuple Olmec ait créé la tête, car ils ont créé plusieurs têtes de taille similaire dans la région il y a 3000 ans, toutes positionnées de manière à ce que le visage regarde vers le ciel, tout comme celle-ci. Mais aucune des autres n'a de traits caucasiens. Celle-ci est unique. Malheureusement, la statue a été gravement endommagée lors de conflits armés dans le pays, environ une décennie après que cette photo, désormais tristement célèbre, a été prise, rendant toute étude plus approfondie impossible. La photo de la tête de pierre géante prise par le docteur Oscar Rafael Padilla Lara a cependant été confirmée comme étant authentique et le mystère de la façon dont elle a pu être créée reste non résolu. Et voilà qui conclut notre liste de découvertes archéologiques ahurissantes. Si vous avez apprécié, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines révélations sur l'histoire oubliée et dites-nous dans les commentaires quelle découverte vous a le plus époustouflé.